Aujourd'hui, on décrypte un paradoxe qui a de quoi frustrer plus d'une personne dans le monde du travail. Comment font les incompétents pour réussir? On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça se fait que des collègues, visiblement moins qualifiés, décrochent des promotions, alors que d'autres, bien plus talentueux, sont laissés de côté? Eh bien, ce n'est pas juste une impression. C'est un vrai phénomène, confirmé par la psychologue Claire Pétain. Pour elle, c'est clair, les plus doués ont tendance à se sous-estimer, alors que les moins qualifiés, eux, font tout le contraire. En fait, tout est une question de mentalité. D'un côté, il y a les personnes compétentes qui se concentrent à fond sur leurs tâches. Elles espèrent, un peu naïvement peut-être, que la qualité de leur travail suffira. Et de l'autre, les moins compétents qui, eux, misent tout sur l'image et la communication. Deux stratégies radicalement opposées. Alors c'est quoi leur secret? Comment ils font? Eh bien, Claire Pétain a identifié 5 techniques psychologiques bien rodées. On va décortiquer ensemble ce qui ressemble à un véritable manuel de l'imposteur. On commence avec la première technique, qui est vraiment la base de tout leur système. Pour eux, l'important, ce n'est pas tant de bien faire son travail que de faire savoir qu'on le fait. C'est la communication qui l'emporte sur la compétence réelle. Ce sont des maîtres dans l'art de donner l'illusion du savoir. Ils parlent beaucoup, utilisent un jargon qui peut impressionner et surtout, ils n'hésitent pas une seconde à s'approprier les bonnes idées des autres pour se faire mousser. Deuxième technique, et celle-là est souvent assez déconcertante, c'est leur confiance. Mais attention, cette assurance à toute épreuve, elle ne vient pas de leurs compétences. Bien au contraire, elle s'explique en fait par un biais cognitif très connu des psychologues. C'est le fameux effet Dunning-Kruger. En résumé, c'est l'idée que moins on en sait sur un sujet, plus on est persuadé d'être un expert. Cette certitude absolue leur permet d'imposer leurs idées, alors que les vrais spécialistes, eux, sont pleins de doutes. Et logiquement, cette confiance démesurée mène tout droit à la troisième technique. Rien ne semble les arrêter. Ils se sentent parfaitement légitimes pour s'exprimer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et oui, figurez-vous que ce comportement porte un nom, l'ultra-crépidarianisme. En parlant avec assurance de tout et de rien, il crée une illusion d'expertise, là où une personne réellement compétente aurait l'humilité de dire « là, je ne sais pas ». On passe à la quatrième technique. Et là, attention, c'est sans doute la plus toxique pour une équipe. Comment faire pour ne jamais montrer son incompétence? C'est simple, on évite soigneusement toutes les tâches qui pourraient la mettre en lumière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incompétence stratégique. En gros, on fait semblant de ne pas savoir faire pour que quelqu'un d'autre s'y colle. Et la conséquence directe, ça surcharge les collègues, qui eux sont compétents, et ça les épuise. Et enfin, la cinquième et dernière raison. Et cette fois, le problème n'est plus seulement l'individu, mais bien le système qui l'entoure. Le plus frustrant dans l'histoire, c'est que leur stratégie marche souvent. Pourquoi? Parce que l'environnement de travail lui-même le permet, et parfois même l'encourage. Tout ça nous amène à une conclusion un peu sombre, il faut bien l'avouer. Le problème n'est pas seulement individuel, il est bien souvent structurel. Dans beaucoup d'organisations, les promotions ne se décident pas sur les compétences réelles, mais plutôt sur la visibilité, le réseau, la capacité à bien se vendre. Bref, le paraître l'emporte sur l'être. Il existe même un mot pour ça, la kakistocratie. C'est un système où le pouvoir est exercé par les moins bons, les moins qualifiés. Parce qu'une fois en place, les incompétents ont tendance à promouvoir d'autres incompétents. Ils se protègent mutuellement et finissent par créer un système qui s'auto-alimente, où la médiocrité est non seulement tolérée, mais en plus récompensée. Du coup, ça nous laisse avec une question de fond, une question à méditer sur nos propres lieux de travail. Est-ce que la capacité à être vue est devenue plus importante que la capacité à bien faire? La question, elle, reste ouverte.